Dans cette capsule, il sera question de la notation de Lewis, qu'on appelle aussi structure de Lewis. Donc, lorsqu'on parle de composés chimiques, là, il y a plusieurs façons de les représenter. Prenons une molécule qu'on connaît tous bien, l'oxyde d'hydrogène, ou qu'on appelle aussi tout simplement de l'eau. Donc, quand on veut se désaltérer, on peut boire de l'eau, on peut écrire H2O. Si on veut avoir un petit peu plus de détails, on peut vouloir dessiner la notation de Lewis. Pour dessiner la notation de Lewis, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on dessine chacun des atomes en représentant chacun des électrons de valence de chacun des atomes sous forme de points. Donc, par exemple, on sait que l'hydrogène a un électron de valence, donc on met un point. L'oxygène a 6 électrons de valence, donc on met 6 points. Puis, on essaie de regrouper le plus possible les électrons ou les points en paires de 2, qu'on appelle les doublets. Okay? Puis ensuite de ça, là, on sait qu'une liaison chimique, spécialement les composés covalents, donc une liaison chimique, c'est un partage de 2 électrons. Okay? On peut en conclure que ici, vu qu'il y a un électron célibataire sur un oxygène et qu'un électron célibataire sur un H, il va y avoir un partage de ces 2 électrons-là qui vont mener à la liaison entre le H et le O à gauche ici. Et cet électron-ci et cet électron-ci vont aussi se partager pour donner lieu à la liaison chimique à droite ici. Okay? Donc, la notation de Lewis, c'est le dessin ici en mauve qui représente chacun des électrons de valence à l'intérieur d'un composé covalent. Okay? Les liaisons chimiques vont aussi être appelées doublets liants parce qu'on sait qu'une liaison représente un partage de 2 électrons qui vont produire une liaison chimique. Et lorsqu'il y a 2 points sur un atome, on va appeler ça un doublet libre parce que c'est des électrons qui se retrouvent seulement 2 par 2 sur un atome et puis qui sont là, sont spectateurs, là, ils font pas grand-chose. Mais ils sont quand même là, puis c'est important de les représenter. Okay? Donc, lorsqu'on veut déterminer les structures de Lewis, il va y avoir 2 façons par lesquelles on va pouvoir procéder. On peut dessiner chacun des atomes, dessiner chacun des électrons de valence sur chacun des atomes, trouver des combinaisons, faire des combinaisons comme ça pour mener à cette structure-ci. Okay? Puis c'est la façon qui peut sembler le plus logique. Ceci dit, c'est pas la façon qu'on va voir dans cette vidéo-là, okay? Parce que bien que c'est la façon qui peut sembler la plus logique, lorsqu'on va avoir des structures complexes pour lesquelles on va vouloir déterminer les notations de Lewis, on va voir que cette méthode-là, c'est pas la méthode la plus efficace dans le sens où il y a souvent des cas complexes où ça va être difficile de trouver la bonne structure à partir de cette méthode-là. Donc, on va voir une deuxième méthode qui va être plus systématique, qui va avoir moins intuitive, mais qui vraiment là, va être infaillible et qui va nous permettre de déterminer dans 100% des cas la bonne notation de Lewis pour n'importe quel composé covalent. Donc, les règles, c'est les suivantes qu'on va appliquer dans l'ordre. Okay? Puis, je ne les expliquerai pas tout de suite. On va faire un premier exemple. On va vouloir trouver la notation de Lewis, déterminer la notation de Lewis du NF3 en suivant ces règles. Donc, la première règle, c'est le squelette. Il va falloir dessiner le bon squelette pour le composé. Donc, dans le NF3, il faut savoir quel atome va être au centre du composé. Généralement, l'atome le moins électronégatif va être au centre de la structure. Par exemple, dans NF3, le N est l'atome le moins électronégatif, on le met au milieu et on met tous les autres atomes autour de l'atome central, de cette façon-ci. Donc, la première étape est complétée. Deuxième étape, calculer le nombre d'électrons dans la structure. Donc, le nombre d'électrons qu'il va falloir placer dans la structure. On regarde le nombre d'électrons de valence de chacun des atomes. Donc, l'azote a 5 électrons de valence. Le fluor, donc il y a 3 atomes de fluor et chacun des fluors possède 7 électrons de valence, donc 3 fois 7, 21. Donc 21 plus 5 va donner 26, ce qui veut dire que j'ai 26 électrons à venir placer dans ma structure de Lewis. Troisième étape, faire des liaisons pas n'importe où entre l'atome central et les atomes périphériques. Donc il va y avoir une liaison entre le N et le F à gauche, en bas et à droite. Et on se souvient qu'une liaison chimique, c'est le partage de 2 électrons. Donc, une liaison correspond à un doublet liant. Donc, en faisant ces 3 liaisons-là, c'est comme si je venais de placer 6 électrons dans ma structure. Donc, je viens de placer 6 électrons, alors qu'on avait dit tantôt qu'on avait 26 électrons à placer. Ce qui veut dire qu'il nous reste 20 électrons à venir placer. Et justement, à l'étape 4, il va falloir ajouter ces électrons-là. Donc, je vais devoir ajouter 20 électrons, mais je ne les ajoute pas n'importe où. Je vais les ajouter en commençant par les atomes périphériques. Okay? Et je vais les ajouter pour compléter les octets des atomes périphériques. Okay? Donc, ce que je vais faire, par exemple, pour le fluor ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons sous forme de doublet libre. Okay? Pourquoi? Parce que je vais vouloir compléter l'octet du fluor. Puis, la règle de l'octet stipule que
tout atome dans sa sphère de valence va vouloir posséder 8 électrons. Okay? Donc, la sphère de valence, c'est ce qui est entouré en mauve ici. Donc, en ajoutant les 6 électrons ici sur les 3 doublets libres, ben, je m'assure que mon fluor a 8 électrons dans sa sphère de valence. Donc, le fluor respecte la règle de l'octet. Donc, une fois que j'ai ajouté ces 6 électrons-là, je rajoute 6 électrons ici au fluor pour que lui aussi, je puisse compléter son octet. Et puis finalement, je vais rajouter aussi 6 électrons ici pour que le fluor ait aussi un octet de complété. Donc la sphère de valence, il y a 8 électrons. Donc en ayant ajouté tous ces électrons-là, je peux faire mon décompte d'électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai positionné 24 électrons alors que je devais en positionner 26. Il en manque 2. Donc les 2 qui manquent, je vais les mettre sur l'atome central. Donc, je viens d'ajouter tous les électrons à ma structure dans le bon ordre, c'est-à-dire en commençant par compléter les octets des atomes périphériques et ensuite en complétant l'octet de l'atome central. Et finalement, étape 5, vérifier l'octet de l'atome central. Est-ce que l'atome central respecte la règle de l'octet? Donc, ça, c'est la sphère de valence de l'atome central. Dans sa sphère de valence, il y a 8 électrons. L'atome central respecte l'octet. Donc, c'est la bonne structure de Lewis que j'ai dessinée. Ce qui veut dire que ça, donc, c'est la bonne notation de Lewis pour le NF3. Le deuxième exemple qu'on va voir ensemble, c'est le dioxyde de carbone. Donc, si on veut dessiner la notation de Lewis du dioxyde de carbone, mais la première étape, c'est déterminer le squelette. Quel est l'atome central? Entre le C et le O, c'est le carbone qui est le moins électronégatif. Donc, je mets le carbone au centre et les oxygènes en périphérie. Deuxième étape, calculer le nombre d'électrons. Donc, le carbone, sur sa couche de valence, possède 4 électrons, et chacun des 2 oxygènes sur leur couche de valence possède 6 électrons, ce qui donne un total de 12 électrons, et quand j'additionne tout ça ensemble, ça me donne 16 électrons à placer dans ma structure. Troisième étape, faire liaison. Donc, entre les atomes périphériques et l'atome central, il va y avoir une liaison. Donc, je dessine ces 2 liaisons-là, ce qui donne 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai placé 4 électrons. J'en avais 16 à placer, donc il manque 12 électrons à placer dans ma structure. Donc, je complète l'octet des atomes périphériques. Donc, je complète l'octet de l'oxygène de gauche en premier. Je complète l'octet de l'oxygène de droite en deuxième. Puis, une fois que les octets sont complétés, je compte mes électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, 16 électrons. J'ai mis tous les électrons que je pouvais placer. Donc, ajouter les électrons, cette étape-là est complétée. Et 5, vérifier l'octet de l'atome central. Est-ce que l'atome central ici respecte l'octet? La réponse est non, parce que le carbone dans sa sphère de valence possède seulement 4 électrons. Donc ici, lorsque l'atome central ne respecte pas l'octet, ce qu'on va devoir faire ici, c'est prendre les faces et venir effacer un doublet comme ça. En effaçant un doublet, j'efface 2 électrons, donc je fais disparaître 2 électrons, mais je ne peux pas tout simplement les faire disparaître. Je vais devoir les faire apparaître ailleurs. Donc, j'ai fait disparaître un doublet libre ici pour faire apparaître un doublet liant. Pourquoi? Bien, parce que par rapport à l'oxygène, que les électrons soient sur l'oxygène sous forme de doublet libre ou entre l'oxygène et le carbone sous forme de doublet liant, eh bien, ils participent à la sphère de valence de l'oxygène. Donc, dans les 2 cas, l'oxygène respecte l'octet. Mais maintenant, ces électrons-là sont dans la sphère de valence du carbone. Donc, maintenant, le carbone a 6 électrons dans sa sphère de valence plutôt que 4, comme il en avait tantôt. Okay? Donc, ce que je vais devoir faire, c'est encore une fois me poser la question, est-ce que le carbone respecte l'octet? La réponse est encore non, parce que maintenant, il a 6 électrons dans sa sphère de valence. Mais, si je viens faire ça une deuxième fois, c'est-à-dire si je viens effacer un second doublet libre, mais cette fois sur l'oxygène de gauche, et que ces électrons-là, je ne les fais pas tout simplement disparaître, mais je les fais réapparaître sous forme de doublet liant ici, bien maintenant, l'atome central, le carbone au milieu, maintenant, il respecte la règle de l'octet parce que sa sphère de valence possède 8 électrons. L'oxygène de gauche respecte encore l'octet, l'oxygène de droite respecte encore l'octet, tout le monde respecte l'octet. Il y a le bon nombre d'électrons, donc ça c'est la bonne structure de Lewis pour le CO2, soit le dioxyde de carbone. La troisième situation que nous verrons ensemble est le cas de l'acide cyanhydrique, HCN. Donc si je veux déterminer la notation de Lewis du HCN, je dois commencer par déterminer quel est l'atome central. On a dit tout à l'heure que l'atome le moins électronégatif était généralement l'atome central. Ceci dit, il faut apporter une petite correction.
l'hydrogène ne sera jamais l'atome central, parce que dans ce cas-ci, c'est l'hydrogène qui est le moins électronégatif, mais l'hydrogène ne peut pas être l'atome central parce que c'est un trop petit atome, là, il est trop simple et il est incapable de faire plus d'une liaison. Donc, si l'hydrogène est l'atome central, il ne sera pas capable d'accaparer chacune des liaisons qu'il devrait faire pour être en mesure de se connecter là, à chacun des atomes périphériques. Donc, l'hydrogène ne peut jamais être l'atome central, il sera toujours en périphérie. Ce qui veut dire qu'entre le C et le N, le C est le moins électronégatif, c'est donc lui que je vais mettre au centre. Donc, la première étape du squelette est complétée. Deuxième étape, calculer le nombre d'électrons. Donc dans HN, le H a 1 électron de valence, le carbone a 4 électrons de valence, l'azote a 5 électrons de valence, et quand j'additionne tous ces électrons ensemble, ça me donne un total de 10 électrons à placer dans ma structure. Donc, une fois que j'ai calculé le nombre d'électrons, je vais venir faire une liaison entre chacun des atomes périphériques et l'atome central. Donc, on se souvient que chacune des liaisons correspond à un double lien. Donc, ce qui veut dire que j'ai placé 4 électrons dans ma structure. Et comme j'ai 10 électrons à placer au total, il me reste 6 électrons à placer, que je vais venir placer sur les atomes périphériques, mais encore une fois, l'hydrogène est un trop petit atome. L'hydrogène est incapable de respecter la règle de l'octet. Donc, l'hydrogène est incapable d'avoir plus de 2 électrons dans sa sphère de valence. Donc, on ne pourra jamais compléter l'octet de l'hydrogène. Alors, les 6 électrons que je devais placer dans ma structure, je vais les placer autour de l'azote. De sorte que le HN va avoir cette allure-ci une fois que j'aurai terminé l'étape 4. Parce que dessiné comme ça, j'ai dessiné mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 électrons. Okay? Donc, j'ai ajouté tous les électrons que je devais ajouter et je suis rendu à l'étape 5 qui est de vérifier l'octet de l'atome central. Est-ce que l'atome central respecte la règle de l'octet? Évidemment, ici, non. Donc, dans sa sphère de valence, le carbone a seulement 4 électrons. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme pour le cas du CO2, c'est-à-dire que je vais venir prendre mon efface, je vais venir effacer un doublet et je vais faire apparaître un doublet libre pour venir compenser la perte. Je vais faire apparaître un doublet lien pour venir compenser la perte d'un doublet libre ici. Et je vais venir faire ça une deuxième fois parce qu'après une fois, là, le carbone ne respecte toujours pas l'octet. Donc, je viens effacer un deuxième doublet libre et faire apparaître un doublet liant. Comme ça, bien, maintenant, le carbone respecte l'octet. Est-ce que l'azote respecte encore l'octet? La réponse est oui. L'hydrogène ne respecte pas l'octet, mais lui ne respectera jamais l'octet, donc c'est pas grave. Donc ici, on a la bonne notation de Lewis pour l'acide cyanhydrique. Donc, c'est ce qui fait en sorte que dans l'acide cyanhydrique, il y a une triple liaison entre le carbone et l'azote. Dernier exemple qu'on va faire ensemble va être important, là, ça va être un ion polyatomique. Donc, on va déterminer la notation de Lewis du CO3 2-, qui est l'ion carbonate. Okay? Donc, ici, le fait qu'il y a une charge, là, ça ne changera pas grand-chose à notre travail. La seule différence, c'est qu'il va falloir tenir compte de cette charge-là à l'étape 2, soit au moment de calculer le nombre d'électrons dans la structure. Donc, dans le CO3, il faut déterminer quel est l'atome central. L'atome central est généralement celui qui est le moins électronégatif. Ici, c'est le carbone qui est le moins électronégatif, donc je mets le carbone au milieu, les oxygènes autour. Ensuite de ça, calcule le nombre d'électrons. Donc, il y a un carbone qui possède 4 électrons de valence. Il y a 3 oxygènes qui possèdent chacun 6 électrons de valence pour un total de 18 électrons. Et ici, très important, la charge de 2- signifie que dans l'ion polyatomique, il y a 2 électrons de plus que ce qu'on devrait retrouver si on se fiait à l'état fondamental de chacun des atomes. Ce qui veut dire que dans le décompte des électrons, je vais devoir ajouter 2 électrons au total, ce qui fait en sorte que le nombre d'électrons total va s'élever à 24 électrons. Donc, une fois que le décompte d'électrons est complété, je vais faire des liaisons entre l'atome central et chacun des atomes périphériques. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chacune des liaisons est un doublet liant. Donc, j'ai positionné 6 électrons. Il reste 18 électrons à venir mettre dans ma structure. Je vais compléter les octets des atomes périphériques pour commencer. 2, 4, 6. 8, 10, 12. 14, 16, 18. Donc, j'ai mis tous les électrons que je pouvais mettre. Okay? Donc, j'ai mis mes 24 électrons dans ma structure. Donc, j'ai complété l'étape 4. Il me reste l'étape 5. Vérifier l'octet de l'atome central. Est-ce que l'atome central respecte l'octet? Et ici, la réponse, c'est non. Okay? Donc, la sphère de valence du carbone est la suivante. Dans sa sphère de valence, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons, alors que le carbone en veut 8. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire ce qu'on a fait pour le CO2 et le HCN, c'est-à-dire venir effacer un doublet. Mais est-ce que j'enlève le doublet à gauche?
sur l'oxygène de gauche, sur l'oxygène en haut ou sur l'oxygène à droite. Dans ce cas précis, ça ne changera pas grand-chose. En fait, ça va donner 3 réponses qui vont être équivalentes. Mais on va voir ce concept-là plus tard, puis on va appeler chacune des réponses des formes limites de résonance. Okay? Donc, ça, c'est un concept un petit peu plus compliqué qu'on va voir plus tard. Vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est tout là, mais pour l'instant, on va juste supposer que ça va donner 3 réponses qui vont être équivalentes l'une par rapport à l'autre, parce que oxygène versus oxygène versus oxygène, c'est 3 atomes identiques. Alors, ce que je vais vouloir faire, c'est venir effacer un doublet libre ici. Puis je ne fais pas tout simplement faire disparaître les électrons, mais je vais les faire réapparaître. Donc je fais disparaître un doublet libre pour faire apparaître un doublet liant, de sorte à ce que l'oxygène respecte toujours l'octet, mais maintenant le carbone respecte également l'octet. Et de cette façon-là, tous les atomes dans sa structure respectent la règle de l'octet, donc on a la bonne notation de Lewis pour le CO3 2-. Okay. Dans les petits détails, comme il s'agit d'un ion polyatomique qui possède une charge, okay, donc dans ces cas-là, lorsqu'il va y avoir une charge aux ions polyatomiques, on va positionner les notations de Lewis entre crochets comme ça, et on va juste venir indiquer que cette notation de Lewis a une charge de 2-, c'est-à-dire qu'il y a 2 électrons de plus dans cette structure que le nombre d'électrons normal qu'on devrait retrouver si chacun des atomes possédait le nombre d'électrons qu'il a normalement à son état fondamental. Okay? Il y a un dernier élément dont je veux parler, c'est une 6e étape dont il n'a aucunement été fait question dans cette capsule, parce que je voulais garder ça le plus simple possible, mais à chaque fois qu'on va déterminer les notations de Lewis, il va falloir faire une 6e étape. Puis lors de cette 6e étape-là, on va vouloir déterminer s'il y a des charges formelles dans la structure, et puis quand on va déterminer qu'il y a des charges formelles, il va falloir l'indiquer. Donc j'ai pas voulu en parler dans cette vidéo-là pour garder ça le plus simple possible, mais il va y avoir une autre vidéo que vous pouvez aller voir par rapport aux charges formelles. Et puis à chaque fois, il va falloir indiquer s'il y a des charges formelles. Et à chaque fois qu'il va y avoir des charges formelles, il va falloir les indiquer, même si on ne le spécifie pas directement dans une question.